Aujourd'hui, nous évoluons dans une société où les femmes se lèvent, où les femmes se battent, où les femmes se mettent en avant, où les femmes entreprennent. Mais au sujet de ces femmes-là qui se battent au quotidien, plusieurs choses se disent. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une émission où nous allons en parler. Entrepreneuriat, amour, espoir, tout ce qui gravite autour de ces femmes-là, nous allons en discuter et c'est tout de suite dans un moment de vérité. Alors bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable de la semaine, un moment de vérité. L'émission qui vous fait passer un très bon moment, l'émission qui vous permet de réfléchir sur beaucoup de choses qui concernent votre vie et l'émission qui vous permet de prendre des opinions et des idées d'autres personnes. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur un thème entrepreneuriat au féminin. Et je suis avec deux grandes dames qui essaient chaque jour d'apporter le meilleur dans leur couloir et qui aujourd'hui vont partager certaines de leurs expériences avec nous. J'ai à ma droite Madame Paola Sarr, qui est créatrice de mode et qui représente la marque by PS Création. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bienvenue à moi ici et merci de m'avoir invité sur cette émission. Je t'en prie. Et j'ai à ma gauche Madame Espoir Abogourin, oui, qui est animatrice, journaliste, la tata des enfants. Oui, tout à fait. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci beaucoup Kunabi, merci à chacun et à tous et surtout merci pour l'invitation. J'espère qu'on pourra répondre à toutes les attentes. Ça c'est clair, vous êtes déjà là et vous n'avez pas le choix. Merci bien. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous demander, il paraît que, on dit que les femmes, lorsqu'elles ont un peu d'argent, elles pensent qu'elles n'ont plus besoin d'un homme. C'est vrai ou c'est faux? À cette question, personnellement, moi je répondrais que c'est faux. Puisqu'on est des êtres faits, nous avons besoin chacun de l'un et de l'autre. Et j'estime en tant que femme, en tout cas pour ma part, que ce soit avec ou sans moyens financiers, j'ai forcément besoin d'un homme dans ma vie pour m'accompagner, pour être avec moi. Cet homme à qui je pouvais apporter aussi quelque chose dans ma vie. Donc moi je ne suis pas quand même de cet avis-là. J'estime qu'une femme elle a besoin d'un homme, que ce soit avec ou sans argent. D'accord. Et toi, tu penses quoi? Merci Queen. Moi je pense que Paola c'est bien dit. Je pense vraiment que c'est bien dit. En ce sens où j'ai dans l'idée qu'à la base de toute chose, un être humain n'est pas fait pour rester seul à la fin de ses jours ou à la deuxième partie de sa vie sur Terre. Je pense qu'un être humain, que ce soit un homme ou une femme, du moment que c'est un homme grand âge, un être vivant, même chez les animaux ça s'observe, sont faits à un moment donné pour se compléter et pour avancer ensemble. Donc qu'on soit riche financièrement ou pas, là n'est pas la question, mais le plus important c'est de se compléter pour avancer ensemble. Maintenant après c'est vrai, les égos peuvent prendre le dessus, c'est vrai, quand on entend souvent dire ah quand tu n'avais pas d'argent tu étais plus docile, tu écoutais quand je te parlais, aujourd'hui que tu as un peu, je dis A, tu dis B, je dis B, tu dis Z et puis ainsi de suite. Ouais. C'est vrai que ça ne manque pas à Queen, mais je pense que humblement on a toujours besoin de se compléter, que la personne soit plus petite ou plus grande que vous, on a besoin de ce complément-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes recherchent autant l'indépendance financière? C'est une question très importante parce qu'on est arrivé dans un monde où peut-être les gens... Bon, certaines femmes ont la mentalité où, je ne sais pas si c'est l'éducation, mais selon elles n'ont pas besoin de travailler. Puisque pour elles, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui doit toujours tout apporter. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec l'évolution de la société, il y a nos éducations qui ont changé. Il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, 15 ans en arrière, l'éducation ou la scolarisation, c'est devenu autre chose. Où toutes les femmes ont commencé par apprendre c'est quoi le travail, c'est quoi la connaissance, c'est quoi le fait de pouvoir avoir une passion, peut-être de la développer. Ça fait qu'aujourd'hui,
toute femme ressent le besoin de travailler, de faire quelque chose de ses propres mains. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'estiment ou ne jugent pas nécessaire de le faire, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir une passion, de le développer ou d'apprendre quelque chose, de réellement exercer et de pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut en s'appuyant sur ce qu'on gagne par rapport à son travail. Donc toi, tu ne pourrais pas rester à la maison et laisser ton homme tout faire? Non, je ne pourrais pas. D'accord. Ta réponse à toi est laquelle? Oui, ma réponse à moi, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on est des femmes qui travaillons, que nous réfléchissons comme ça, mais personnellement, j'irais dans le même sens qu'elle, parce que pour moi, le travail, ce n'est pas tout simplement faire quelque chose pour gagner de l'argent. Pour moi, le travail, c'est être épanoui, c'est être libre psychologiquement. Travailler, en fait, ça revient à s'amuser, puisque je suis dans le domaine de l'enfance, je vais utiliser ce thème-là, ce propos, c'est s'amuser et être payé. En réalité. Donc, quand tu fais quelque chose qui t'aime, quelque chose qui te passionne, ça t'emmène en fait à te redécouvrir, ça t'emmène à te renouveler, ça t'emmène à être quelqu'un de neuf, quelqu'un de meilleur, ça t'emmène à être équilibré. Si tu découvres d'autres horizons, tu es plus épanoui, même si c'est 10 francs que tu gagnes, du moment où tu te lèves le matin, tu as une destination pour travailler, tu as quelque chose que tu fais qui te fait briller, qui te fait renouveler, mais honnêtement, il n'y a rien de ça t'apporte de la paix, ça t'épanouit. Ça t'épanouit. Mais est-ce que tu ne penses pas que certaines femmes aujourd'hui recherchent l'indépendance financière parce que elles se protègent? Parce qu'il y a cette mentalité où on a peur peut-être après que je fasse un enfant avec un homme, il m'abandonne, que je n'ai rien pour pouvoir gérer cet enfant et tout. Oui, Queen, je pense que tu abordes, tu es en train de crever l'abcès, tu abordes le point le plus important. Aujourd'hui, si nous toutes, nous commençons à travailler, c'est que nous avons compris que le temps de nos mamans commence à être révolu de plus en plus. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre que notre qui te dit rester à la maison, le plus grand travail du monde, c'est être maman, occupe-toi des enfants et éduque-les. On comprend que c'est ce même homme-là qui, quand les enfants commencent à grandir, à être tous adolescents, te dit à un moment, il est vérité et il se met à vous tenir pour que vous ne vous peut-être pas tenu à vous. Donc, les femmes aujourd'hui, nous avons compris qu'il fallait qu'on puisse se compléter, qu'on travaille. Et oui, c'est une façon de, comme tu dis, d'exprimer ce côté-là où on est de plus en plus marginalisé, méprisé sous prétexte qu'on ne travaille pas. Et donc, on travaille, on gagne cet argent-là, cette indépendance financière nous permet de nous affirmer. Cette indépendance financière nous permet de nous assurer qu'on est à notre place. C'est-à-dire que c'est pas tu ne parles plus à ta femme comme si c'était ton enfant ou ton objet, tu ne la chosifies plus, mais tu parles avec un petit respect parce que tu amènes peut-être un peu, elle amène aussi peut-être un tiers, tu amènes les 3 quarts pour vous compléter. Donc oui, c'est une réponse que nous envoyons dans la société d'aujourd'hui. Oui, je travaille, non, je ne te manque pas de respect, oui, on se complète, mais plus de frustration. C'est beaucoup plus ça. Exactement, elle a raison. Et par rapport à ce qu'elle vient de partager, c'est très important qu'une femme travaille, pas seulement parce qu'elle veut se mettre à la rue, se dit aujourd'hui un homme peut m'abandonner avec mon enfant. C'est pas par rapport à ça, parce que personne ne souhaite peut-être que ça arrive, mais c'est beaucoup plus pour s'assurer que tu puisses t'offrir ce que tu veux, quand tu veux, et surtout te dire que lorsque ça ne va pas, parce qu'on ne sait pas, il y a des drames, il y a des maladies qui arrivent, il y a un accident qui peut arriver, ou ton mari peut être alité, tu peux me perdre ton mari, je souhaite pas une situation comme ça. Oui, arriver, ça arrive. Exactement, tu t'en sors, parce que la preuve a montré qu'il y a des hommes, par exemple, qui ont des fortunes, qui cachent peut-être leur fortune à leur femme, on ne sait même pas tout ce qu'ils ont comme bien, par exemple, et leurs femmes, elles ne savent pas, elles sont juste consommatrices, parce que le monsieur peut-être il donne l'argent du mois. Le jour où le monsieur part, tu ne sais pas ce qu'il a comme bien, tu ne sais même pas ce qui appartient à tes enfants, et au final tu te retrouves à recommencer à zéro. Ton enfant qui allait peut-être dans de grandes écoles est obligé d'aller dans une école publique où finalement souvent les enfants ne vont plus à l'école parce que tu n'arrives pas à assurer. Donc j'estime qu'en tant que femme, on doit réellement avoir cette place-là qui est importante et savoir qu'on peut tenir aussi si l'homme n'est pas là. Donc vraiment parce que travailler. Parfois même il part et puis il te laisse des dettes. Oui, exactement, il y a plein de Ça situations c'est concret, il y a beaucoup de faits avérés comme ça. C'est quand le monsieur est parti qu'on se rend compte que oui, non seulement il avait des enfants à gauche, à droite. Oui, moi il y a eu un cas comme ça dans mon quartier. On a grandi ensemble, on était au collège et le papa est décédé. Quand il est décédé, c'est là qu'ils ont appris qu'il a hypothéqué la maison.
pour des dettes. Exactement. Donc quand il est décédé, ils sont venus faire le constat, tout ça. La femme, elle ne faisait rien, elle était à la maison. Donc elle n'avait pas la capacité. Ils ont pris la maison, ils les ont renvoyés. Exactement. Ah, oui, une hypothèque, c'est ça. Comme ça. On se retrouve à la rue, les enfants se retrouvent à la rue. Oui, les enfants se retrouvent à la rue. Ça, Queen, tu sais, c'est important de faire quelque chose de cette histoire. Tant que vous n'êtes pas alité, tant que vous n'avez pas un déficit, même aujourd'hui, les handicapés cérébraux, oui, se lèvent et puis travaillent. Pourquoi pas vous qui avez tous vos membres, tous vos sens? Je pense qu'il faut faire quelque chose. Oui, même si vous vous cachez pour le faire là. Faites quelque chose, économisez, épargnez, c'est important pour vous ne savez pas quand est-ce que le vent va tourner. Le vent va tourner, c'est ça. Exactement. Et pour rebondir, il y a des couples. Bon, je ne veux pas rentrer dans l'autre aspect parce que ça va ouvrir nos débats. Mais il y a des couples où, par exemple, peut-être l'homme ne s'en sort pas et la femme s'en sort. Et cette femme a peut-être l'aide. Avec des prêts. Il y a des saisons par rapport oui, mais même par rapport à la situation, c'est la femme peut-être qui est et qui aide son homme à devenir. On prend l'exemple par exemple de Michelle et Barack Obama. Oui. Donc franchement, j'estime que la femme, elle a le droit de travailler. Oui, la femme, c'est en réalité le socle et il faut absolument qu'elle travaille parce que rendez-vous bien compte que quand on dit la nuit porte conseil, là, vous savez cet adage. On a déjà dit qu'il faut dormir, tes problèmes t'attendent demain. Non, mais en réalité, la nuit porte conseil, c'est pour dire que sous l'oreille la nuit, ta femme te donne de bons conseils pour que tu puisses le matin te réveiller, toi en tant que garçon, aller parler maintenant à d'autres hommes, à d'autres femmes, leur dire quoi faire. Mais en réalité, c'est cette femme-là qui te donne les bons conseils, qui te trouve les bonnes méthodes parce que la nuit, tu es tourmentée, tu es préoccupée, tu ne sais pas comment faire ci, comment faire ça. Mais pourquoi interdire à cette femme de travailler? C'est important que nous puissions travailler. Très bien. Ok. Comment est-ce que tu as trouvé ta voie dans l'entrepreneuriat? Je dirais que je pense que je suis née pour réellement réaliser ma passion parce que moi, déjà à l'université, j'étais dans une école quand même où j'avais l'occasion de travailler en matinée. On allait juste au cours en matinée et à 13h on finissait. Et pour ne pas m'amuser ou me balader, j'essayais de trouver des petites activités. Au début, j'ai pas commencé dans la mode, j'étais dans la coiffure. C'est comme ça que je t'ai connue. Voilà, tu m'as fait des cheveux. J'étais dans la coiffure, donc moi j'allais sur YouTube, tout ce que je trouvais qui touchait, qui était beau, j'essayais de reproduire, je vendais des mèches et je coiffais les gens. Et toutes ces personnes aujourd'hui sont devenues mes clientes également dans la mode. Donc vraiment, je dirais que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et je me suis dit, l'entrepreneuriat, si vraiment je peux être épanouie, ou ce qui me plaît, par exemple, quand je vois qu'une alliée me dit j'ai envie d'aller à un mariage, je dis, comme je te vois, tu as envie de mettre quelle couleur? Je te verrai bien dans telle tenue, je te verrai bien dans telle coupe ou dans telle tenue. Franchement, ça me fait tellement plaisir, me dire que je le fais et que les clients sont satisfaits et que ça permet de me nourrir, de m'offrir tout ce que je veux. Je pense que j'ai déjà gagné. Donc le plus important, je dis pas forcément même l'entrepreneuriat, mais c'est important d'avoir quelque chose que tu fais mais que tu le fais avec amour. Tu peux être par exemple secrétaire, mais parce que tu es né pour être secrétaire, mais tu le fais vraiment. On sait qu'on est né pour quelque chose. Ah, mais c'est très simple. On sait qu'on est né pour quelque chose comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je sais que je suis né pour quelque chose dès lors que quand je commence à faire cette chose, il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Le temps s'arrête de tourner. Je suis tellement heureuse de le faire, même si c'est pour une boutique, même si c'est juste le faire gratuitement. Je suis tellement heureuse, je m'investis pour le faire. Le monde s'arrête autour de moi et j'ai envie de ne faire que ça. Je ne veux pas le passer. C'est là qu'on sait que... Non, c'est comme ça que tu as trouvé ta voie. Oui, c'est comme ça que moi j'ai trouvé ma voie. Moi, je savais aussi, j'étais à l'aise dans ce que je faisais et je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup de signes quand même spirituellement où j'ai quand même médité dessus, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer réellement ce qu'il voulait que je fasse parce que je venais de finir mes études et j'avais commencé par travailler et je sais que j'ai eu des signes où le Seigneur me montrait réellement que je veux que tu t'en sortes dans ce domaine d'activité-là. Et je sais que depuis que j'ai choisi, il m'accompagne chaque jour, il m'inspire, il me fait de bonnes choses. Donc, en tout cas, j'espère que chacun trouvera sa voie. Parce qu'on a tous des talents, on a tous quelque chose qui nous donne la joie. Donc, que chacun trouve et que chacun puisse... En tant qu'entrepreneur, on se fait former ou on se lance seulement? Alors, parce qu'il y a un truc, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat
juste parce qu'ils ont vu quelqu'un qui a fait et puis ils ont l'impression ça c'est la plus grosse erreur, la plus grave des erreurs à ne jamais commettre. C'est comme par exemple, je reçois des jeunes en formation qui viennent me dire Madame Espoir, voilà, vous avez dit que pour entreprendre, il faudrait telle chose, mais que le plus important, c'est de découvrir son vrai talent et de se faire former d'abord. Vous ne pouvez pas entreprendre si vous n'avez pas une expérience en entreprise, parce qu'on entend dans entrepreneuriat, entreprise. Il faut commencer à avoir des bases. Il faut on ne se lève pas pour entreprendre. Ça arrive que justement quand on a eu une passion, on a eu l'appel, parce qu'elle a parlé de quelque chose d'important. Je vais appeler ça autrement, je vais dire quand vous avez l'appel, vous avez sur un domaine, voilà, sur un domaine donné, là c'est que en fait cette voix vous appelle de façon intrinsèque et vous faites, quel que soit ce que vous fassiez, vous êtes reporté vers ça, redirigé vers ça, vos énergies convergent vers ça. Là c'est différent. C'est des gens comme ça par exemple qui peuvent entreprendre avec juste ce qu'ils ont chez eux, ce qu'ils ont autour d'eux ou leur téléphone, ce qui est existant. Mais quand vous évaluez les qualités, vous évaluez tout ce qui est financier autour, vous vous rendez bien compte qu'on vous dit qu'il faut entreprendre avec 5 francs, avec 10 000. C'est des conneries. C'est des conneries. Oui, parce qu'en fait... On dit entreprendre sans rien du tout. Oui, non mais c'est du Oui, aujourd'hui. Exactement. Mais c'est du dilatoire. MDR. Je dis ça aux jeunes qui viennent se faire former chez moi. Je leur dis, mais c'est pas vrai. Arrêtons de nous vendre du rêve. Il y a toujours des investissements derrière. Toujours des investissements que les gens ne quantifie pas souvent. Oui, même quand il y a du potentiel. Un téléphone coûte. Enregistrer une entreprise, c'est vrai que c'est des démarches, mais tous les documents que vous réunissez, c'est de l'argent que vous investissez pour ça. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Il ne faut pas qu'on se pleure. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et ce qui est important et qu'il faut surtout retenir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est bon, mais gagner sa vie, c'est encore mieux. Ça ne sert à rien d'aller faire 20 millions d'échecs parce que vous avez appris que telle personne... Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de vidéos. On présente l'entrepreneuriat comme la liberté. Oui, c'est-à-dire on te dit que le chemin de l'emploi peut aider quelqu'un à s'en sortir. C'est ce qui on te dit aujourd'hui que quand tu es salarié, tu vas échouer ta vie, mais que quand tu es entrepreneur, c'est la liberté assurée. Mais c'est des conneries, Queen. Est-ce que ça qui est facile dans l'entrepreneuriat? Un salarié aujourd'hui peut décider d'épargner et d'entreprendre plus tard. Il peut être à la fois salarié et entrepreneur. C'est beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas, par exemple. Il faut d'abord entreprendre, oui, mais il faut, dans un premier temps, avoir une source de revenus fixe. Oui. Si vous avez cette source de revenus fixe, sinon, franchement, tu ne pourras pas. Les débuts sont tellement difficiles. C'est impossible. Et tes débuts, ça peut être 10 ans de difficultés. Exactement. Qui va t'accompagner dans ces 10 ans de difficultés, ma soeur? S'il n'y a pas Dieu dedans, même quand il y a Dieu dedans, toi-même, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, hé, dans quoi je me suis mis? Et puis on a crise cardiaque. Ma soeur, il faut laisser. Donc, pour en revenir à ta question, tout le monde ne peut pas entreprendre. Pour entreprendre, l'idéal, tout le monde ne peut pas. Honnêtement, tout le monde ne peut pas. Et pour entreprendre, l'idéal, c'est d'avoir déjà des bases en entreprise. Accepter de vous faire former. Travailler dans l'entreprise de quelqu'un comme si c'était votre entreprise. Vous y gagnerez beaucoup. Ainsi, quand vous construirez votre propre entreprise, vous saurez comment gérer. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Humblement. Qui ira chez qui? Écoute, Queen, tu te lèves aujourd'hui, tu commences à vendre. Ok, il y a que des animateurs. Qui va acheter chez qui? Qui va venir sur l'émission de qui? C'est pas possible. Il faut diversifier. Il faut diversifier. Dis-moi, Paola, quelles sont les désillusions, je vais dire comme ça, que tu as eues, mais déjà en entrant dans l'entrepreneuriat? Des choses que tu n'avais pas vues, mais tu étais déjà dedans avant de te rendre compte que bon, c'est comme ça ici. Un exemple, l'entrepreneuriat, c'est la jungle. C'est la jungle. Personne n'est là pour personne. C'est réellement toi contre ton avenir, toi contre ton rêve, parce que quand tu as une vision, un rêve, quelque chose que tu as envie de réaliser, c'est dans ta tête, ça se passe dans ta tête. Personne ne sait comment tu l'as. Même si tu as une équipe que tu essayes de former, ils ne verront jamais dans la même direction que toi. Donc vraiment, moi, au début, je me disais, en leur expliquant, ils vont comprendre ceux qui sont autour de moi, mais tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Et je me suis plus braquée sur moi et je me suis dit, là, c'est à moi de vraiment, comme on dit, le capitaine, c'est à moi de vraiment diriger les choses, de ne pas compter forcément sur tel employé ou telle personne qui travaille avec moi pour faire les choses et tout. Et puis, est-ce qu'on n'a pas tendance à croire que parce qu'on connaît beaucoup de gens, ils vont venir acheter tous chez nous, que nos amis seront nos clients les plus... Déjà, moi, personnellement, je suis quelqu'un même... Personnellement, j'estime que si j'ai un business,
et mes consommateurs ou mes clients, ce sont mes amis, c'est que je fais rien. Parce que soit c'est peut-être de la compassion ou peut-être de la pitié ou peut-être parce qu'ils ne veulent pas consommer ailleurs et pour me frustrer. Donc vraiment, dans tout ce que tu fais, si tu arrives quand même à avoir la capacité d'avoir des clients que tu ne connais pas, des personnes à l'étranger qui te contactent, des personnes qui te disent « à telle personne m'a recommandé que votre service est bon », ça veut dire que tu évolues. Mais si franchement ton travail est limité à ta zone de confort, c'est-à-dire ta famille, tes amis, c'est compliqué. Et généralement, même quand c'est les proches, là, le business n'avance pas parce que si c'est pas les dettes, c'est fais-moi un prix. Puisqu'on se dit que toi, tu as réussi pour toi, essaye de faire avec moi. Donc, ça, c'est un peu ce que je pense par rapport à la question. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh, il y a tellement à dire sur ça qu'il vaut mieux aller à l'essentiel. Ce que moi, je peux dire par rapport à cette question, c'est que, comme elle disait, c'était la jungle. Moi, je dirais que c'est l'enfer sur Terre. Comment? Ça là, c'est gâté. Je dirais que c'est l'enfer sur Terre. Parce que vous savez, entreprendre, franchement, il faut avoir la tête sur les épaules. Exactement. Et il faut aussi avoir un mental très solide. Je ne sais pas, un mental de béton, d'acier, un mental. Parce que parfois tu fais des efforts toute la journée, mais tu n'as rien. Tu fais des efforts, non seulement tu fais des efforts toute la journée, tu n'as rien, mais c'est-à-dire que le peu qui te reste normalement pour aller boire ton carré là, tu as encore mis ça. Tu as encore mis ça dedans. Et malgré ça, ça n'a pas encore porté ses fruits. C'est comme, moi je dis souvent que c'est comme planter un arbre, planter une graine, l'arroser, lui permettre de voir en même temps le soleil, la pluie et l'arroser tout le temps, histoire qu'elle pousse, enlever les mauvaises herbes autour avant d'avoir le fruit. Et le bon fruit, c'est surtout ça. Il peut y avoir beaucoup de fruits. Vous pourrez manger certains fruits, il y aura des vers, vous allez vous faire mal, vous allez avoir mal au ventre. Donc moi, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une question vraiment importante. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Et pour en revenir à la question fondamentale de la désillusion, il faudrait qu'on comprenne qu'il faut aller à l'école de l'entrepreneuriat. Il faut aller à l'école de l'entrepreneur. Ne redeviens pas entrepreneur qui veut, ne deviens pas entrepreneur qui peut. Moi, je le dis souvent comme ça. On dit souvent, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Non, ce n'est ni qui veut, ni qui peut. Mais c'est celui-là, en fait, qui est déterminé, qui a de la vision, qui arrive à faire adhérer à sa vision tous ceux qui sont autour de lui. Que ce soit le poltron du plus petit employé. Ça commence d'abord par le plus petit employé. Parce que laissez-moi vous dire que vous êtes espionné par vos plus petits employés. Il n'y a pas de petits employés, mais vous êtes espionné par eux. Ce sont les premiers à partir à reprendre vos business. Vous êtes entouré de premiers concurrents. Les gens qui travaillent avec vous sont vos premiers concurrents. Les personnes que vous formez sont vos premiers concurrents. Quand ils vont repartir avec tes informations. Exactement. Et quand je te dis, Queen, que c'est l'enfer sur Terre, c'est là que tu vois que c'est le vrai enfer sur Terre. Vous êtes avec des collaborateurs autour d'une table comme on est ici. Vous avez une séance de briefing par rapport peut-être à une campagne pour lancer un service ou un produit sur le terrain. Et ils ont compris qu'il y avait des failles. En tant que leader, vous vous dites, oui, un bon leader, un bon manager, il faut ouvrir, il faut partager, il faut parler, il faut que tout le monde se sente à l'aise. Mais ils ne sont pas dans la dynamique de savoir que l'entreprise avance ou pas, ils sont dans la dynamique de prendre de l'argent à la fin du mois. Oui. Et du coup, que ça marche ou que ça ne marche pas, vous allez les payer à la fin du mois. Ça revient à la vision qui n'est pas partagée. Oui, même si tu penses que tu leur expliques et tout, c'est pas leur problème parce que toi, c'est ton business. Eux, ils se disent qu'ils sont là juste pour travailler. Oui, même s'ils sont médiocres, ils se disent que tu vas les payer. Exactement. Vous avez compris. Et donc, il y a la petite faille qui est là, le petit point noir qui est là au milieu du blanc qu'ils ont vu. Mais ils ne vous disent pas que c'est là. Et c'est eux qui vous apprenez, qui alimentent vos concurrents et qui vous font des coups bas sur le terrain. Et c'est beaucoup d'histoires à gérer en interne après. En tout cas, c'est la jungle. Oui, c'est pire que la jungle. Elle a dit c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer sur Terre. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'entrepreneuriat parce que vous pouvez ou parce que vous voulez. Il faut rentrer dans l'entrepreneuriat parce que vous avez une vision solide, que vous êtes déterminé, parce que vous sentez que vous avez reçu l'appel pour ça et parce que ce que vous faites, attention, apporte un plus à votre communauté. Exact. Et moi, j'ajoute, rentrer dans l'entrepreneuriat déjà avec la mentalité que au début, là, ça ne sera pas rose. Moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai suivi beaucoup de vidéos. Quand je suis rentrée dedans, j'étais convaincue que 3 ans après, je vais construire ma maison. Je t'ai dit. Parce que les gens disent qu'on gagne l'argent. Je te promets. Mais 1 an, 2 ans passent, je ne suis pas en train de construire ma maison là. Je dis, aïe, c'est même entrepreneuriat que les gens font là, que moi aussi je fais. C'est là où tu te poses des questions, tu te rends compte. Et c'est pour ça qu'au travers des réseaux sociaux, il ne faut pas penser que la vie des gens est rose. Parce que je lui ai dit, par exemple, aujourd'hui, Paola, elle a ouvert sa boutique. Il y a une jeune fille qui va la voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle va faire des vidéos dans sa boutique. Elle va dire ceci, elle va dire cela.
Mais elles ne savent pas comment elle a commencé. Non. Elle ne connaît pas ses échecs. Non. Elle ne sait pas d'où elle vient. Non. Elle ne sait même pas là où elle est actuellement. Là. Si elle mange réellement 3 fois par jour. Exactement. Mais elle va se dire, ah, comme elle a boutique, elle porte robe, et puis elle met snap, elle fait vidéo. Moi aussi, je veux boutique. Moi aussi, je veux faire ceci, je veux faire cela. L'entrepreneuriat, c'est facile. Je vais aller faire mode. Et c'est comme ça, elle se lance aussi dans mode là. Sans formation, elle se lance sans rien. Comme ça, pour certaines ça marche parce que derrière il y a peut-être des hommes qui voient et qui essaient vont de les accompagner, et tout. Mais pour d'autres, si vous n'avez pas le truc à la base, ça ne passe pas du tout. Même quand on te soutient, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Je te promets. Ça va finir par te sortir. Attends, je te donne un petit exemple. C'est comme quelqu'un voit tes vidéos, tu veux devenir mannequin, mais tu veux devenir entrepreneur comme elle. La personne t'appelle et tout et te dit bon, tu as besoin de combien? Tu sais même pas ce qu'on appelle business plan. On dit que tu as besoin de combien? Toi même tu ouvres la bouche, tu dis j'ai besoin de 100 000. Crois que 100 000 c'est l'argent pour entreprendre. Ma soeur, on te donne les 100 000 là. Tu prends donc tu vas manger un peu à côté, tu vas acheter un peu de vêtements, oubliant l'essentiel. Et tu vas aller maintenant sur les pages des gens, recopier exactement leur modèle sans créativité, sans rien ajouter. Déposer ça comme ça et dire que bon, tu es entrepreneur, moi-même je vends, j'ai porté habit, voilà, venez acheter, Et puis elles aiment ça ici au Bénin. Je suis si ma soeur, les filles, il y en a tellement maintenant que moi-même là, je vais me constituer. On fait carte d'identité, on fait carte de visite, tout. Mais c'est pas la carte de visite, c'est vraiment de pouvoir faire ça. C'est vraiment, oui. C'est d'avoir par exemple un discours cohérent face à quelqu'un qui vous rencontre. Ou bien quand on vient acheter ton service, c'est qu'on se dise waouh, mais c'est vraiment bien fait. Exactement. C'est bien fourni. C'est de s'instruire sur ce qu'on fait. Ouais. C'est de créer. Donc ma chérie, en tout cas c'est l'enfer sur terre. Il y a jungle là-bas, il y a l'enfer sur terre. En tout cas, enfer sur terre ou pas enfer sur terre, on revient après la pause. Pendant longtemps, les mathématiques ont été des bêtes noires pour nos élèves. Voici enfin la solution pour devenir des cracks en mathématiques. Les livres d'exercices réussis en mathématiques de la collection Citoyen. Élaborés par des anciens expérimentés, les livres d'exercices réussis en mathématiques renferment des séries d'exercices, des activités, des épreuves de devoirs et des examens qui permettront aux apprenants de toutes les promotions de s'exercer en plein temps. Avec les livres d'exercices réussis en mathématiques, fini les problèmes en maths. Les livres d'exercices réussis en mathématiques sont disponibles au siège de l'AHA Édition, 6 dans le premier feu, à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou, en quittant Védocor, dans les bureaux de poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le numéro +229 62 07 79 79 ou 97 89 82 42. Avec l'AHA Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Alors merci d'être resté avec nous et nous voilà de retour. J'aimerais savoir, vous avez un échec particulièrement douloureux que vous pouvez partager pour nous montrer que la vie n'est pas toujours rose. D'accord. Échec, franchement il y en a, disons, tout le temps. Ouais. Parce que la vie, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, mais je dirais que c'est une nuance de gris. Mais un échec particulièrement par rapport à mon business que je voulais partager. Moi, généralement, j'ai commencé vraiment sur Internet et beaucoup dans la vente en ligne. Donc, les 4 premières années, vraiment, j'étais figée. Je vendais beaucoup plus sur Instagram, pas beaucoup sur Facebook. Un matin, en février, j'essaie de me connecter, j'arrivais pas à me connecter. Alors qu'en 4 ans, j'ai pu avoir en tout cas 54 000 abonnés. Oui, tu avais beaucoup très réactifs et tout. Et du jour au lendemain, j'ai perdu tout. J'ai perdu ma page, j'arrivais pas à me connecter, j'arrivais pas à discuter avec mes clients. Alors que j'avais des ventes privées prévues dans la période, du coup, j'ai tout perdu. À ce moment-là, j'aurais pu dire, là c'est bon. Parce que j'avais même plus la force de me relever. J'ai eu quand même une semaine down où franchement je réfléchissais, mais c'est qui la personne? Et après, les personnes qui l'ont fait m'envoyaient des messages et me harcelaient, m'envoyaient des messages et me disaient envoyez-moi de l'argent pour récupérer votre page, envoyaient même des messages pour me dire, pour me faire vraiment comme une oppression psychologique où me disait tu ne retrouveras plus ta page, tu as tout perdu, si tu ne me payes pas 500 000, je ne te donne pas ta page. Et je me suis rendu compte une fois que la méchanceté des gens peut t'affecter à un point où j'ai vu tout mon travail tomber. Mais tout de suite après, je me suis relevée, j'ai recréé ma page, j'ai relancé. Là, c'est vrai que ça fait 1 an, ça n'a pas pris comme je veux, mais par rapport à 4 ans, ce que j'ai fait en 1 an, ça dépasse ce que j'ai fait en 4 ans, avec quand même quelque chose que j'ai essayé de reprendre. Donc, malgré tout ce qui peut arriver, toutes les difficultés, tous les échecs, je reste à croire que
tout ce qu'on pose comme acte et qu'on fait reste toujours et c'est jamais perdu. Donc, j'ai pas perdu. Certains sont revenus. J'ai toujours mes clients, ceux qui sont restés dans mes contacts. Et en un an, je sais ce que j'ai pu faire. J'ai officiellement eu mon showroom et ma marque a quand même beaucoup évolué et ça m'a beaucoup permis de réfléchir autrement. Parce que quand j'ai eu mon piratage, j'ai été tout de suite déterminée à créer mon site web directement pour que les clients puissent venir directement acheter sur le site au cas où un jour la page part, que je puisse quand même m'en sortir. Donc c'est une situation qui a été très douloureuse pour moi, mais dont je me suis relevée et qui m'a permis d'arriver encore à un autre niveau. Donc peut-être à tout entrepreneur qui écoute, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, mais c'est gris. Et même quand c'est gris, essayez de peindre ça en blanc. J'aime beaucoup la philosophie de ce qu'elle dit et moi je tire pour le son dans ce qu'elle dit, qu'il faut arriver à transcender ce qu'on traverse la plupart du temps et c'est dans cette transcendance là qu'on se redécouvre d'autres talents parce que les gens ont tendance à penser qu'ils vous font du mal mais en réalité ils vous forcent à vous bénéficier. Et moi, l'expérience la plus marquante de façon professionnelle, je vais le dire ainsi, oui, elle a été vraiment marquante. Oui, quand je la vivais, elle était douloureuse, mais aujourd'hui, je souris et je m'adapte et j'avance, c'est la vie. Qu'est-ce qui m'est arrivé de très marquant, Queen, c'est que je sais pas, là je suis habillée, je suis assise, peut-être on ne se voit pas et tout. Moi j'ai été beaucoup plus victime de mon physique, je vais le dire ainsi, parce que dès que j'arrivais quelque part pour travailler et tout, c'est vrai que j'avais du verbe, j'étais très éloquente déjà au départ et je me suis améliorée avec le temps en grâce. Mais dès que j'arrivais quelque part, je envoyais le CV et tout, ça allait. Je passais avec mon CV et tout et je commençais le travail et donc je travaillais dans une entreprise de la place. Quand j'ai commencé à subir ce qu'on appelle, je ne vais pas dire du harcèlement, pas du tout, mais j'ai été victime beaucoup plus de mon physique et j'étais très jeune, donc on te donnait l'impression que si tu ne donnes pas le truc, tu n'auras pas l'opportunité. Dans ta tête, et j'étais même chaste à l'époque, donc je ne comprenais rien à ce qui se passait. Moi, je mettais ça en blague, je riais, je rigolais avec et puis je passais à autre chose. Mais en fait, c'est que les personnes face auxquelles vous êtes ne cherchent même pas à savoir si vous avez quelque chose dans la tête ou pas. Et moi, j'ai vécu ça pendant longtemps comme ça et j'étais tout le temps reléguée au dernier rang, malgré mes qualificatifs, malgré mes atouts. C'était tout le temps, ah, la fille qui a le potin là, ah, la fille qui a les courbes là et tout, c'est elle, voilà. Et c'est tout le temps de ça qui salissait, ça revenait tout le temps. Je l'ai très mal vécu, psychologiquement. Et heureusement, j'ai des proches qui étaient là, qui me parlaient, la famille, mes soeurs, ma mère, mon père, qui m'encourageaient, me disaient non, tu es excellent dans ce que tu fais, tu n'es pas obligé d'aller te caser ailleurs pour faire autre chose. Ça, c'est ta voix, l'expression orale, être présentateur, être journaliste, c'est ton boulot. On n'abandonne pas parce que voilà, tu as des pressions et tout. Il y avait tellement de pression que je n'arrivais même pas à en parler. Je ne savais même pas à quel ça me vouait parce que ça venait de hauts responsables, ça venait de certains. Et quand j'en parlais à l'époque, les gens me prenaient pour une femme. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que c'était pas encore connu que ça se passait comme ça, parce que beaucoup de jeunes filles cédaient à ça, beaucoup cédaient à ça. Donc c'était devenu un truc naturel. Que toi maintenant, toi tu es... C'est comme si tu fais la maline. Exactement, tu fais la grosse tête et tout. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est moi le problème? Ou c'est tout le temps moi en fait le problème? Est-ce qu'il faut que je le fasse ou qu'est-ce que je fais? Et heureusement, je parlais. J'étais dans une famille où on m'a éduquée à m'exprimer. Ouais. Ce qui a fait que quand ça ne va pas, que je suis un peu gênée, je suis perturbée, je suis mal à l'aise. Ma mère le sent, ma soeur le sent et j'en parlais. Et donc quand j'en ai parlé comme ça, on m'a dit non, persévère, continue. À un moment, l'environnement était devenu toxique et j'ai dit bon, je me retire. Et c'est là que j'ai eu la chance de faire, j'ai animé entre-temps un défilé de mode pour enfants à l'Institut, au Centre culturel chinois. Et il y avait Tata Inès qui était arrivée avec ces deux garçons qui avaient beaucoup de cheveux sur la tête, on dirait des filles et tout à l'époque. Et elle a dit oh, mais vous adorez. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et vous voyez, de cette expérience douloureuse là, par exemple, où je devais quand même devenir journaliste et tout ça, j'ai commencé à faire des scènes live. Parce que je me suis dit, si je ne peux pas m'en sortir dans le journalisme et que je ne peux pas... Au moins, il y aura d'autres choses. Voilà, au moins, il y aura d'autres choses. On a été jusqu'à me dire que parce que je suis noire, je ne peux pas présenter le journal télé dans ce pays. Et ça on m'a dit, ouais, vous absorbez trop de lumière. Vous savez, il y a des choses qu'on vit dans notre pays. Et quand on en parle, les gens se disent que, voilà, vous exagérez, mais c'est des choses que moi, j'ai vécues
personnellement, et que j'ai très mal vécu. J'aurais pu me dire, ouais, il faut que je me blanchisse la peau pour être présentable à la télé, mais non. Et on a eu beaucoup de journalistes noirs qui étaient vraiment bien, noirs de peau, je veux dire, qui étaient vraiment bien. Moi, j'ai persévéré, et ce hic que j'ai eu, ce truc que j'ai vécu, m'a emmené à reprendre confiance en moi, à me dire, n'abandonne pas, tu as un talent. Ma famille me l'a tout le temps dit, tu sais t'exprimer, vas-y, fonce. Ils m'ont encouragé, et j'ai commencé à faire de l'animation live. Vous vous rendez compte, j'étais censée faire uniquement de la télé, du journalisme, et je suis devenue animatrice live. Et c'est dans cette animation live là que j'ai découvert un amour pour les enfants naturellement. Et je tombe au Centre culturel chinois sur Tata Inès qui me dit, ah, mais moi j'ai une émission pour enfants et tout. J'ai dit, je vous connais très bien. Elle me dit, oh, vous êtes magnifique, vous avez été magnifique. Je fais une boutade, je dis, mais elle est très jolie, votre fille. Et elle me dit, mais c'est pas une fille, c'est un garçon. Ok, d'accord. Et c'était le cas de... je parlais de son fils justement, qui aujourd'hui est très grand. C'est un garçon, elle me dit ça comme ça. Et c'est de là, de cette expérience douloureuse que j'ai vécue, que je suis passée à la découverte de quelqu'un de merveilleux qui est Tata Inès, qui m'a emmenée dans la télé côté enfant. Vous voyez un peu côté enfant, et j'ai développé le côté enfant, j'ai développé tout un secteur au niveau de l'enfance, j'ai évolué dans l'animation live. Donc j'étais frustrée. Aujourd'hui, je porte des culottes, je porte des jeans centrés avec des t-shirts, avec des baskets, des tennis, et j'anime avec les enfants, je saute avec eux, ma forme, mes courbes sortent, mais j'ai pas de handicap. Je ne suis plus agressée par quelqu'un psychologiquement ou par un patron ou par n'importe qui. Les mamans, les femmes, les épouses ne me prennent pas comme voilà, une barrière ou un obstacle, non. Mais au contraire, Tata Espoir, c'est bien que vous animez en tennis et tout, on voit pas souvent ça, les gens sont en talons et tout. Je dis non, événement adulte, talon, événement enfant, on doit sauter, on doit bouger. Et mon style s'est imposé, et il m'a emmené à comprendre que je pouvais être quelqu'un de meilleur que je ne l'étais, et je voyais de façon réduite les choses, il fallait que je voie au-delà. Donc cette expérience Queen, franchement, ça m'a marqué. Je suis sûre que beaucoup de jeunes filles le vivent aujourd'hui. Elles ne savent pas à qui parler, parce que quand elles vont commencer à parler, leurs copines vont leur dire « Ah, un amour, un amour, pour moi. » Ne cédez pas, s'il vous plaît. Quand vous sentez que vous êtes fait pour quelque chose, vous allez trouver votre chemin. Parlez à vos proches les plus intimes, votre mère, votre père, et trouvez votre chemin. Ne restez pas là où l'environnement est toxique. Vous allez devenir quelqu'un de meilleur et de plus grand. D'accord, merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que la recherche de l'accomplissement personnel est incompatible avec le mariage? Parce que pour entreprendre, il faut du temps. Certaines personnes se disent, il me faut de la liberté, il ne faut pas que je tombe sur un homme qui me prenne la tête, qui m'empêche de me réaliser, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui pensent que le mariage pourrait les empêcher de s'accomplir personnellement? Déjà, je pense même que l'accomplissement personnel, certains comme accomplissement personnel, au-delà d'entrepreneuriat même, le mariage fait partie d'un accomplissement pour certaines personnes. Et je ne suis pas du type de personne qui pense que le mariage et l'accomplissement personnel sont incompatibles, puisque beaucoup de personnes l'ont fait, continuent de le faire, et l'ont déjà été présents dans le mariage, où on peut entreprendre et réussir, où on peut être même peut-être à des postes élevés et tout. Tout est une question de peut-être compréhension et de vraiment discussion, et qu'est-ce que je dirais en plus de discussion? Vraiment d'entente, de compréhension, et vraiment se cerner entre le conjoint et toi. Et je pense qu'en faisant ça, vous pouvez trouver le juste milieu de toutes choses. Mais je ne pense pas que ce soit incompatible. Il y a des situations où ça arrive, où c'est compliqué, parce que l'homme est changeant. Même la femme, elle est changeante. En travaillant, tu peux peut-être, le travail peut te pousser peut-être à rencontrer une autre personne, ou même l'homme peut trouver que ton travail t'exhibe trop peut-être dans la société, et à un moment devient jaloux et tout. Mais je pense que ce n'est pas forcément un handicap, ou ce n'est pas forcément quelque chose qui ne peut pas permettre qu'une femme soit mariée ou épanouie dans un mariage. Parce que je pense que la femme, on est forte, hein, on est très forte, et on a la capacité de faire beaucoup de choses. Et j'estime que la femme peut être à la fois mère, elle peut être à la fois PDG, elle peut être à la fois épouse, elle peut être à la fois sœur ou amie même de son époux. Donc je pense que voilà, c'est mon avis sur la question. Et toi, ton avis sur la question? Mon avis, évidemment, les questions pour la belle viennent ici, mon avis est souvent le même. En tout cas, donc la prochaine question commence par... Non, parce que moi, par exemple, à un moment, je partageais l'avis que le mariage peut te freiner, le mariage, parce que
Je me disais tout le temps, on n'a pas les mêmes opportunités que les hommes. Quand tu rentres dans le foyer, l'homme, il peut continuer. Parce qu'on dit que c'est la femme qui éduque les enfants. Quand tu tombes déjà enceinte, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé d'emménager ton programme en fonction de l'enfant. Il y a des choses que tu ne peux plus courir pour faire. C'est un temps que tu mets entre parenthèses et tout. Après, je me dis, le mari, vous faites des enfants, le mari, lui, il est toujours parti. Il peut partir quand il veut. Et c'est le chef, quoi. Toi, tu es là. Ce sont les sacs à dos des mamans. Des mamans. C'est toi qui dois gérer, c'est toi qui dois nourrir, c'est toi qui dois éduquer, c'est toi qui dois t'occuper du mari. En fait, c'est toi qui t'occupes de tout le monde. Et finalement, qui s'occupe de toi? Bref, il y avait toutes ces peurs-là qu'il y a autour quand même. Quand tu es une femme et que tu as de la vision, tu as de l'ambition, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas cette peur. Maintenant, après, j'ai commencé à me dire un peu que bon, il y a des gens qui l'ont fait avant moi. Il y a des femmes qui arrivent à trouver le juste milieu entre vie professionnelle et vie familiale. Exactement. Et il y a des femmes qui font les sacrifices qu'il faut, mais qui quand même arrivent à être dans le bon foyer. Le foyer, c'est parfait chez personne parce que chacun vient avec sa nature, chacun vient avec ses insuffisances et tout. Mais le plus important, je pense, c'est de trouver vraiment quelqu'un avec qui tu peux discuter et qui est prêt à t'écouter et entendre ce que tu veux dire. Je pense que tu as oui. Sans te voler sans te couper la parole, j'estime qu'une femme qui est entrepreneur, c'est une femme leader et qui sait forger, avoir la capacité à surmonter, à gérer les situations. Donc, une femme entrepreneur, si elle décide vraiment d'être dans un foyer ou d'être avec son homme, il y a forcément, chaque chose est à sa place. Oui. Il y a le temps pour les enfants. Quand c'est le moment de l'enfant, tu prends vraiment le temps pour ça. Et tu as forcément des personnes que tu rediriges ou des personnes à qui tu peux confier les différentes choses à faire. Et comme tu as dit tout à l'heure, la compatibilité, surtout de se comprendre. Parce que c'est souvent pas évident. Souvent au début, on se dit qu'il va comprendre parce qu'il sait que je travaille comme ça. Mais non, il faut réellement discuter et que l'homme sache que c'est ta réalité et que tu ne trancheras pas ou tu n'arrêteras pas ça ou tu ne mettras pas ta pause parce que tu as décidé de t'engager avec lui. Et dans ce sens, il comprendra forcément que ce que tu veux, c'est ce que tu veux faire. En tout cas, moi, je réponds personnellement par rapport à moi parce que, bon, je pense que les questions sont par rapport à chacune. Et si c'est moi, je pense que ça ne pourrait pas être un problème. Puisque je réfléchirais vraiment à quelqu'un qui m'encourage et m'accompagne dans ce que je veux. Puisque si mon homme doit être toxique pour moi par rapport à mon travail ou doit me permettre de ne pas être épanouie, j'estime que je ne serai pas heureuse. Et je ne peux pas faire semblant d'être heureuse juste parce qu'on a des enfants ou parce qu'on a décidé de partager un truc. Et j'estime que chacun doit trouver sa personne qui l'accepte comme il est et qui l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Donc voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, évidemment, j'ai forcément quelque chose à ajouter au vu de tout ce que vous avez abordé comme sujet. Je dirais que c'est le sujet le plus pertinent et le débat le plus vieux du monde. Je dirais que l'être humain est insatiable, incompréhensible et on ne peut pas le cerner en réalité. Et étant donné qu'il y a ces aspects autour de nous et que nous-mêmes, nous ne finissons pas de nous connaître, nous nous redécouvrons tous les jours, à chaque fois, c'est la raison pour laquelle on doit apprendre à s'auto-reformer quand on est en couple. Quand on est en couple, on doit apprendre à refaire les choses ensemble. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de deux éducations différentes, il s'agit de deux origines différentes, il s'agit de deux cultures différentes. Et ces deux êtres décident de se mettre ensemble pour former quelque chose de beau qu'on appelle généralement une famille. Des enfants qui sont la matérialisation physique et spirituelle de cet amour qu'on a partagé ou qu'on a pensé. La question est de savoir, est-ce que je peux m'aimer toute seule avant d'autoriser quelqu'un à m'aimer? Je peux m'aimer toute seule, c'est-à-dire que je peux pouvoir me faire plaisir, je peux pouvoir m'aimer, m'autoriser à vivre moi-même, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur dans ce que je fais, même si c'est du carré que je vends, même si c'est du attiqué que je vends, même s'il n'y a pas de métier de valorisant, je peux être menuisier femme, je peux faire des choses en tant que femme, je peux être décoratrice femme, je peux être animatrice femme. Toujours est-il que du moment que je m'épanouis, que j'arrive à m'autonomiser seule, si c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Est-ce que ça t'empêche de te marier? Oui, non, ça ne m'empêche pas de me marier. Mais tu as abordé un volet important que je voudrais aborder aussi, c'est le mariage en tant que frein. Pour la femme qui justement est autonome et entrepreneur. C'est beaucoup plus ça. Parce que la femme qui n'est pas autonome, qui n'est pas entrepreneur, qui ne sait pas gagner 10 francs, 20 francs, qui n'est pas trop allée à l'école comme on aime le dire souvent pour ne pas dire un télo et tout ça, la femme qui n'est pas très instruite
Elle se plie à toutes les volontés de son homme. Il n'y a pas de problème. Le couple est compatible avec elle parce qu'elle se dit, je n'ai pas le choix. Mais dès qu'on tombe au monde, bon, la femme qui arrive quand même à subvenir à ses besoins. Tu as vraiment des attitudes et tout. Son enfant a besoin. Maman, je veux ça. Elle s'arrête, elle garde sa voiture, elle achète. Combien de femmes aujourd'hui ont des voitures? Oui, s'autonomisent, ont des véhicules, peuvent emmener des enfants à l'école dans une voiture ou s'autoriser à avoir des chauffeurs parce qu'ils ont des activités. Les hommes ont peur de ce genre de femmes-là. Et c'est là où on est aujourd'hui, on parle de société monoparentale. Paola a dit quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure et qui à la fois m'a laissé un peu perplexe. Elle a dit, si ce que je fais n'est pas compatible avec mon homme, puisque je le faisais avant qu'il ne me connaisse, arrête-moi si je me trompe, si la relation est toxique, alors je vais l'arrêter parce que je dois être heureuse. Exactement. C'est important d'être heureux seul, mais il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il faille être en couple. Mais la question est être heureuse dans le couple. Oui. Parce que la destination finale, en fait, c'est de se mettre ensemble pour accomplir quelque chose de meilleur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations où elles sont pas heureuses. C'est des relations toxiques, comme elle le dit. Et à un moment, il faut pouvoir s'asseoir. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à partir parce qu'elles n'ont rien pour partir. Exactement. Mais moi, je ne dis même pas partir parce que j'ai quelque chose de plus important. Non, pas parce que tu as quelque chose. Oui, mais quand tu es quelque part et que tu n'es pas heureux, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des relations, par exemple, on les tape, on les bat. Elles sont pas heureuses. Elles sont pas heureuses. Il y a des femmes qui émotionnellement sont dans des relations où chaque jour, on les bousille émotionnellement. Mais c'est le monsieur qui prend soin d'elle, c'est le monsieur qui prend soin de sa famille. Elle va partir où? Elle se dit que si je pars, et quand bien même elle se tourne vers la famille lui dit non, reste avec lui, ça va changer. Parce que c'est lui qui s'occupe de nous. Si tu pars, qui va faire à sa place? Mais chérie, ça ne change pas. En fait, ça va de mal en pire. Quelqu'un ne peut pas vous montrer sa vraie nature qu'au début de la relation. 2 ans, 3 ans, c'est la même chose. Ne pensez pas que dans 10 ans, il va changer parce qu'il est déjà formaté. Ça ne va pas changer. Donc, tu dis que le mariage, Queen, peut être un frein. Oui, je suis d'accord avec toi. Le mariage peut être un frein pour il faut trouver la bonne personne. Non, ce n'est pas que la bonne personne. Pas la bonne personne. Il s'agit pas. Oui, parce que forcément, quelque part, ça va te freiner. Oui, mais il n'y a pas de bonne personne, Queen. Tu sais, ce n'est pas. Mais il y a une personne qui est quand même un peu compatible. Il y a quand même une personne. Chérie, ce n'est pas la bonne personne, je te dis. Et c'est qui? Ce n'est pas qu'il faut trouver la bonne personne, parce que très rares sont celles-là qui trouvent leurs âmes sœurs. C'est vraiment rare. Oui, c'est rare. Mais parfois, tu es déjà quelque part et tu trouves ton âme sœur qui est avec quelqu'un. Le pain d'autrui. On dit pain d'autrui. Bonjour les pâtissiers. Ce n'est pas la bonne personne. Là où moi je voulais en venir par rapport à ton développement précédent, en disant le mariage peut être un frein, ce n'est pas trouver la bonne personne, c'est trouver le bon moment. En réalité, il n'y a pas de bonne personne, il n'y a pas de mauvaise personne. Les gens se mettent en couple généralement parce que la société dit que c'est le moment de se mettre en couple. Oui, ils se mettent en couple généralement parce que le monsieur a fait la demande en mai. Oui, ils se mettent en couple généralement parce qu'elle est tombée enceinte. Je suis ou parce qu'il y a l'âge qui passe où les parents te disent c'est qui tous les jours. Mais ton gars, je te dis je vais faire avec. Alors que toi, tu sais bien que tu n'es pas encore prête pour franchir ce pas-là. Vous avez compris. Donc, en tout cas, elle a dit moi aussi, pas du tout. Elles ont dit poil en même temps. Donc, Queen, ce n'est pas ça. On est dans une société où aujourd'hui tout va vite. Ça va tellement vite que ça te détruit. Tout ce qui évolue à son seuil de maturation finit par décliner de façon dégringolante. Ok, maintenant. Non, mais je n'ai pas fait ma conclusion. Conclue vite. On ne se met pas en couple avec idéalement la bonne personne parce que cette personne aura toujours des défauts que vous n'allez pas accepter. On se met en couple au bon moment. Et quand c'est le bon moment, rassurez-vous, vous allez trouver en vous ce qui va vous permettre de faire stop ou de savoir dire stop à l'autre et de vous compléter. C'est surtout ça. Donc c'est compatible. Sauf que quand on n'a pas le bon moment, la femme ambitieuse, son travail est compatible avec la vie de ménage. Mais si ce n'est pas au bon moment, imaginez par exemple que vous vous mettez en couple au moment où votre affaire est en train de marcher. Vous devez vous donner beaucoup plus à votre affaire. Le monsieur a beau être votre âme sœur, il ne comprendra pas que vous ne trouvez pas du temps pour les enfants. Il ne comprendra pas que vous n'êtes pas organisé pour trouver du temps pour la famille et pour lui-même le soir quand il rentre. Mais peut-être que si ton affaire va commencer à prendre bien après. On peut pas attendre que l'affaire commence à prendre. Non, pas du tout. Mais si l'affaire tourne sans toi, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des choix. En fait, je pense juste que c'est chacun qui se concentre un peu pour savoir est-ce que je suis prête ou je ne suis pas prête. Et c'est ça le bon moment. Quand tu sais que tu es prête, tu sais que tu es prête. Exact. À faire ou pas à faire. Est-ce que toi tu es prête, Queen? Pardon. C'est elle qui pose les questions ici. Je voulais c'est moi qui pose les questions ici. Je voulais t'embrouiller. Je vais poser une question. Je pense que je vais finir par cette question.
J'ai fait un post sur ma page et j'ai dit que la femme était une aide pour son homme. Ah oui, j'aime ça. Et puis, ok, il y a des femmes qui se sont fâchées contre moi. Fâchées? Ah, il y a une qui m'a dit de prouver scientifiquement que la femme est une aide. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, certaines femmes, au nom, je ne sais pas si c'est au nom du féminisme ou si c'est au nom d'un combat donné qu'elles se sont données toutes seules, mais est-ce que c'est un problème qu'on dise qu'une femme est sous l'autorité d'un homme? Dieu dit que nous sommes sous la mission, bon, nous sommes soumises à l'homme qui est l'autorité, quand même le chef dans la maison, et que la femme est l'aide. Est-ce que c'est un problème qu'on dise que la femme est une aide? Est-ce que c'est dévalorisant pour une femme qu'on dise qu'elle est l'aide de son mari? Non, j'estime que c'est pas dévalorisant parce qu'on dit aide, ça veut dire qu'en fait, toi tu as quelque chose à apporter pour que ça avance. Toi tu as, je dis pas forcément matériellement, mais tu as ton mot à dire pour que ça avance. C'est-à-dire même dans une situation, l'homme, il a besoin peut-être de ton avis pour pouvoir trancher sur des décisions ou faire ce qu'il veut. Donc, j'estime pas que c'est dévalorisant. Au contraire, si c'est de toi que la personne a besoin pour mieux être orientée, je pense que c'est plus que valorisant déjà. Et cette femme-là qui te demande si tu n'as pas, je lui prouver scientifiquement, c'est la madame, allez étudier la science vous-même. Elle venait nous répondre parce que nous, on estime quand même que la femme, elle doit aider l'homme. Puisque si tu es dans la vie de ton homme, tu es dans la vie de ton conjoint, même de ton petit ami, ou qu'il ne peut pas peut-être te demander ton avis sur des questions, ou vous ne vivez pas une relation fusionnelle où c'est beaucoup plus chacun est dans son coin, où chacun prend ses décisions seul, je pense que ça ne sert même à rien. Puisque si tu ne joues pas ce rôle-là, si tu n'es pas une aide, ma chérie, ça veut dire qu'il a une autre aide quelque part. Donc, ça, c'est clair. Je te dis ça. Et toi, tu peux dire quoi sur la question? En tout cas, les femmes qui parlent gros français comme ça, nous-mêmes là, on connaît français que vous. Mais on a dosé un peu. On a des niveaux d'études. Ce n'est pas ça qui marche dans la vie de couple. Dans la vie de couple, là, c'est pas le gros français. Tout français qu'elle a écrit sur page, je ne sais même pas qui c'est. Ouais, n'a beaucoup. Je lui présente mes excuses. Mais c'est des femmes qui parlent beaucoup français comme ça, là, ne restent pas souvent en couple. Moi-même là, je parle gros français. Mais dans ma vie de couple là, mon français n'est pas allé là-bas, quoi. Mon français n'est pas allé à ce niveau-là. Vous comprenez? Je pense qu'il y a une incompréhension dans les mots et dans les termes qu'on a inventés aujourd'hui dans le monde entier. Avec la globalisation. Il y a trop de thèmes pour les femmes aujourd'hui. Oui, et puis le français est une langue tellement complexe que, en fait, on s'embrouille même dans les choses. On se perd. Quand on dit par exemple que la femme doit être soumise à son homme, moi j'estime que c'est donner à l'homme sa place de masculin, sa place de celui qui sort, sa place d'autorité. Parce que quand vous prenez des enfants, quand l'homme est là, vous voyez comment les enfants se rangent, surtout quand c'est des enfants garçons, vous voyez comment ils disent pas le mal à leur mère, comment il s'agit, qu'ils vont dans tous les sens. Il suffit que papa arrive et puis tout le monde est calme. Parce qu'il y a une petite crainte, il y a un petit truc. Oui, papa ne parle même pas beaucoup avant que tu te... Juste le regard. Mais juste le regard, tu es bien rangé. Nous, on a connu ça dans l'enfance, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, on connaît ça. Mais comme nos mamans, là, elles sont douces. Là, tu sais qu'elle va crier un peu et puis elle va laisser. Donc je pense que le mot soumission est là à dessein et qu'il permet en fait de servir à ce qu'on reconnaisse la place de l'homme dans la société, dans le foyer. Je pense aussi que le mot égalité, quand on utilise aujourd'hui égalité et autres, qui est beaucoup plus prêté aux féministes ou je sais pas, les activistes. Je sais pas quels sont les propos que vous utilisez, excusez-moi beaucoup. C'est ça la même qui nous crée tous les problèmes du monde. Ce mot-là, en fait, est là diplomatiquement pour essayer de donner une place à la femme, pour lui dire que tu aides ton homme, tu l'épaules. Et je pense que dans ce cas, tu n'es pas insignifiante, quoi. C'est pour emmener vraiment les femmes. C'est beaucoup plus valorisant que dévalorisant. Donc, quand on dit soumission, je pense qu'on fait les débats après, c'est pour ne rien dire finalement. Exactement. Donc, quand on dit soumission, égalité, bon, chaque propos engage celui qui l'aborde, mais c'est des incompréhensions, c'est des problèmes de communication, Queen. Ce que tu as dit sur ta page, c'est vrai, c'est pertinent. La femme est l'aide de l'homme. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Au-delà du fait que nous soyons des femmes entrepreneurs, des femmes indépendantes, nous sommes aussi appelés à être des mamans, à être des sœurs, à être des amies pour nos époux, à être des conjointes, à être une moitié qui complète vraiment des tout, quoi. Soyons le tout qu'on dit là, c'est aide. La personne a un problème, s'il ne peut pas te parler, mais qui va parler comme elle a dit, il aura une aide ailleurs. Il parle ailleurs. Il va parler ailleurs. Tu ne veux pas rire. Il va même parler en langue ailleurs. Toi-même là, tu ne vas pas comprendre sa langue. Non,
ma chérie, ce que tu as dit là, c'est vrai. Vraiment, il faut trouver un juste milieu entre l'émancipation et le rôle de la femme dans le foyer. Et j'estime que quand tu es une femme, par exemple, c'est pour ajouter, et tu estimes que peut-être tu es une grande, tu as déjà de grands je n'en disconviens pas. Tu es trop guindée. Il y a certaines choses, toute personne a des faiblesses. Ma chérie, je dis que, est-ce que tu peux parler français comme moi? Tu veux qu'on a qu'à commencer? On dit qu'il y a des femmes, mon français ne va pas là-bas. On dit il y a des femmes, elle laisse, je n'en disconviens pas, elle dit je n'en disconviens guère. Quand tu t'es guindée à un niveau où tu n'es pas naturel avec ton homme, tu te dis que parce que ton mieux, tu n'es pas naturel avec toi-même. Parce que ton travail tu te permets, oui, ouais. Tu mets des barrières avec l'homme, tu te mets peut-être sur un piédestal. Ma chérie, je t'avoue que ton homme aura des difficultés à te parler même des choses les plus élémentaires. Ça peut être, par exemple, chérie, j'utilise ce produit qui m'a donné peut-être des tâches. Qu'est-ce que tu penses que je peux utiliser pour faire? Il te demandera par exemple, va se dire que tu vas te moquer de lui, tu vas même pas le ou tu vas le juger, tu vas le juger, tu vas voir sa faiblesse. Vraiment, quand la vie à deux, c'est beaucoup de choses. Moi, je ne vis pas encore maritalement avec quelqu'un, mais j'ai qu'à voir mes parents, j'ai mes proches, des sœurs que je vois. J'estime qu'il faut vraiment se faire petit et être naturel et apporter tout ce qu'on peut apporter, puisque le plus important qui reste dans les relations, c'est beaucoup plus le moment où tu as été là et ce qui a marqué la personne par rapport à toi. Parce que quand on se rappelle de ça, même quand ça ne va pas, comme Zao l'a dit dans sa chanson, on se rappelle que tu as été ou tu es le meilleur. Mais quand tu n'es pas là, lorsque la personne a besoin et tu ne peux pas apporter quelque chose, au final la personne se rend compte que c'est lui qui apporte et que toi tu n'apportes pas. Ouais. À un moment, la personne qui apporte tout le temps va se vider, s'épuiser et ne pourra plus apporter. Et quand on dit apport, ne vous leurrez pas, il ne s'agit pas de finances. Il s'agit beaucoup plus de sentiments. Il s'agit beaucoup plus d'être une oreille attentive. Et vous les femmes, nous les femmes là, de toute façon on parle là. Si vous passez votre temps à beaucoup parler et à ne pas apprendre à écouter, parce que si ce que vous avez à dire n'est pas plus important ou plus valorisant que le silence, il vaut mieux vous taire. Parce que les hommes n'aiment pas quand ça piaille beaucoup. C'est bien de parler, de savoir parler, mais il faut trouver le moment idéal pour parler. Il faut avoir le moment pour écouter, trouver le moment pour observer et détecter ce qui ne va pas et pousser l'autre à vous dire que ça ne va pas, à se confier à vous. C'est très important. Ça, c'est une femme entrepreneur qui est en train de vous parler. Ouais. Même la gestion du ménage, là, c'est comme la gestion de l'entrepreneuriat. Donc là, vous voyez comment elle est en train de parler. Celle-là, elle peut gérer aussi foyer. Donc on peut être entrepreneur et gérer foyer. Merci. En tout cas, ce que moi je pourrais dire à ce qu'elles ont dit, c'est n'oubliez pas votre rôle de femme. N'oubliez pas votre rôle. Sinon, après, on ne rentre pas dans une relation seulement parce qu'on a besoin d'un homme pour venir payer les factures. Ou pour prendre des enfants. Ou pour faire des enfants. Parce qu'il y a cette mentalité qui circule aujourd'hui que si tu fais un enfant et tu peux le déposer si pas il veut, au moins ce qu'il y a dans le foyer là, c'est enfant. Ce qu'il y a dans le foyer, c'est pas seulement enfant. C'est l'amour, c'est le soutien, c'est l'entraide, c'est le fait de pouvoir voir que tu as quelqu'un qui est là, qui t'écoute, qui discute avec toi. Parce qu'on a besoin. Parce que les hommes, ils ont peur de parler à une femme. Ils ont honte de dire certaines choses. Oui, parce que la femme les juge tout le temps. On a construit une société de dépressifs ambulants. Le gars n'arrive même pas à parler à sa propre épouse parce qu'il a peur d'être jugé ou d'aller entendre ça en famille. Mais c'est suffisamment grave. C'est très grave. Les gens... Il y a des gens qui vont devenir des aides. Il y a les gens dehors qui cherchent Mario. Ils peuvent devenir des aides. Donc si vous ne gardez pas bien vos maris. Comme a dit, pain. En tout cas, c'est pour rigoler, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples monoparentaux. Oui, aujourd'hui, ça ne fait que ça croître. Et il n'y a pas de... Pour les femmes qui essaient de se convaincre que non, et les pères ne sont plus si importants, que tu peux gérer tes enfants. Quand un père n'est pas dans une maison, ça se fait ressentir à tous les niveaux. Vous pouvez décrocher la lune pour vos enfants. Le papa va toujours manquer et les séquelles seront là lorsque les enfants vont grandir. Vice versa, quand une mère n'est pas dans la vie de son enfant aussi, ça crée des déséquilibres. Oui, mais aujourd'hui, il y a plus de mères qui sont là que de pères qui sont là. À quoi c'est dû? C'est ça la question. Est-ce que les hommes aussi n'ont pas un peu démissionné? Ça, c'est un tout autre débat. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'elle évitera d'autres personnes pour faire ce débat en la matière. On ne va pas faire ce débat. Merci pour cette belle émission. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci d'avoir
d'avoir participé aussi activement au débat. Et à vous, je voudrais dire merci de nous avoir suivis. Merci de laisser vos avis en commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir de lire. Et n'oubliez pas, on se retrouve le lundi prochain pour une nouvelle émission. C'était un moment de vérité et je vous laisse avec la Minute Queen Abby. Entreprenez, battez-vous, soyez forte, soyez puissante. Mais lorsque vous êtes à la maison et que vous êtes avec vos hommes, soyez des femmes tout simplement. Vous savez, il n'y a rien de dévalorisant dans le fait qu'une femme se soumette à l'autorité dans sa maison qui est son mari. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes qui réussissons que nous ne pouvons pas également réussir dans nos foyers. S'il y a des personnes qui, avant nous, ont pu trouver un équilibre en tant que femme entrepreneur, en tant que femme qui travaille dans des entreprises, en tant que PDG, mais aussi en tant qu'épouse et en tant que mère, c'est que nous sommes toutes capables de pouvoir y arriver. Il faut juste trouver une personne qui soit consciente de vos ambitions, qui soit consciente de vos challenges et qui vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Soyez forte, soyez libre, soyez épanouie. Mais sachez connaître le bon moment pour franchir certaines étapes dans votre vie. Je vous souhaite le bonheur et je vous souhaite que Dieu vous donne une très belle longue vie. Alors à très bientôt, c'était Queen Abby.